Stable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. Un duo qui prend pas ça pour du cash. Philippe Richard Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que tu vas bien. Il se passe plein d'affaires finalement cet été, là, hormis Justin Trudeau là, et ses grands états d'âme. Plus capable d'en entendre parler. Je ne suis plus capable d'en entendre parler. You're a nasty person. On s'en fout complètement. Et donc, Facebook, Philippe Richard Bertrand, c'est comme une drogue pour les entreprises et les sociétés d'État. Et ce qu'on apprend dans le Journal de Montréal avec le travail de Dominique Cambron-Goulet et Nicolas Brasseur, c'est qu'il y aurait des dizaines d'organismes gouvernementaux à Québec et à Ottawa qui, malgré le boycott, continuent d'acheter des publicités sur le profil. Et donc, on parle notamment de la monnaie royale canadienne, la Société des établissements de plein air du Québec, la CEPAC, et donc essentiellement qui font un peu feu de tout bois là, sur les médias sociaux, notamment sur Facebook. Et donc, on peut estimer là, qu'ils ont peut-être pas reçu le mémo, en fait, là, qu'il y avait ce boycott qui était en train de s'organiser. C'est assez particulier, évidemment, Phil, mais en même temps, comme plusieurs experts l'ont fait valoir, c'est pas quelque chose que tu peux arrêter du jour au lendemain quand ça fait partie de ton modèle d'affaires. Je pense que toi-même, là, tu en connais quelque chose. Non, malheureusement, nous, c'est impossible dans mon entreprise. Je veux dire, tu pourrais imaginer autre chose, sûrement. Là. Il y avait une époque où ça n'existait pas. Oui, mais en ce moment, l'autre chose n'existe pas. Puis si on arrête de faire ça, nous, on va se couper d'à peu près 25 % de nos revenus. C'est ça. Ce qui est assez intéressant aussi, Phil, c'est que, bon, on est au Québec, on fait une émission de Radio-Québec, on lit la presse québécoise, on est une société distincte, tu peux amener ça comme tu veux, mais essentiellement, ce qui est très intéressant, c'est que le mouvement qui a été essentiellement lancé là, par Pablo Rodriguez, Justin Trudeau, des Québécois, qui a été emboîté beaucoup par le gouvernement Legault, donc le gouvernement du Québec, la Chambre de commerce de Montréal, donc une entité québécoise de premier plan, évidemment, n'a pas vraiment la même résonance ailleurs au Canada. Hein. Je regardais ça, les gouvernements de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse, de l'île du Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, du Terre-Neuve-et-Labrador, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique ont aucun plan d'arrêter d'acheter de la publicité sur les médias sociaux, sur les plateformes de Meta. Donc, c'est vraiment un truc, là, un peu, comment dire, je veux pas dire la clique, là, mais en tout cas, la partie québécoise du gouvernement fédéral. Le village gaulois canadien. Mais québécois, en l'occurrence, contre le reste du Canada, qui semble pas du tout avoir d'état d'âme sur cette histoire-là. On rappelle évidemment que ce boycott des médias sociaux et notamment de Meta, Facebook et Instagram est en réaction là, à l'annonce là, qu'on a vue il y a quelques mois et qui est maintenant effective, hein, Philippe, là, de Facebook et d'Instagram, qui veulent priver les médias canadiens de leurs sources de trafic, essentiellement. Donc, c'est-à-dire retirer tous les liens vers ces sites-là. Honnêtement, est-ce que tu penses, Francis, ça va vraiment faire mal aux états financiers de Facebook? Non, ça va faire très mal aux états financiers des médias. Mais ce qui m'étonne un petit peu, Philippe Richard Bertrand, dans ce que je t'expliquais, là, cette espèce de dualité entre Canada anglais et Québec ici, c'est qu'au Canada anglais, il y a quand même des grands organes de presse. Pense au Globe and Mail, pense au Toronto Star, pense à, c'est quand même des médias, à la limite, avec qui sont lus à l'international. Mais c'est une question aussi de population. Je pense qu'au Canada, on est rendu quoi, à 50 millions de monde? 40. Bon, 40 millions. Admettons qu'on est 9 millions au Québec. T'sais, il reste 30 millions de Canadiens anglophones pour la plupart. Là. Mais c'est leur marché média, plus grand. Tu comprends? Oui, mais le marché est plus grand. Oui, le marché est plus grand, mais ça reste que ces médias-là vont quand même souffrir énormément. Là. Je veux dire, le Globe and Mail, le Toronto Star, ils ont encore, comme nous, là, du trafic qui vient de l'Internet, de la publicité sur leur site. Si demain matin, le Globe, il n'y a plus de trafic via mais personnellement, Facebook, moi, je ne l'ai pas encore vu dans mon Facebook. Honnêtement, là, tu sais, je travaille. Ce matin, as-tu vu la presse, le Devoir, le Journal de Montréal, Radio-Canada? Honnêtement, okay, moi, je vois des articles partagés par des amis.
Mais bon, en tout cas, c'est compliqué cette histoire-là, mais effectivement, les médias sont dans un gros brouhaha depuis plusieurs années. Le modèle est attaqué de partout, mais je pense pas que d'arrêter d'acheter de la pub va... Tout ça pour dire, je crois, Philippe, que la mention dans le Journal de Montréal et à notre émission ce matin pourrait mettre un peu de pression sur la CEPAC et la monnaie royale canadienne pour qu'ils se joignent au mouvement. Pour le moins, je suis, moi, personnellement, comme quelqu'un qui travaille dans les médias, assez favorable à ce qu'on mette un peu de pression sur Facebook. Je m'endormais hier, juste parenthèse, là, et je rêvais, là, peut-être dans une espèce de délire un peu dictatorial, mais genre que soudainement, le gouvernement du Canada coupait Facebook du Canada, puis j'essayais de m'imaginer ce serait quoi les implications. Tu sais, demain matin, tu te lèves, là, puis tu vas à facebook.com, puis c'est genre page non disponible. Ouais, t'imagines? Comme on va... by the way, moi, j'étais allé en Chine, puis quand tu vas sur des trucs canadiens, des fois, ça faisait ça mais faisait capoter. Imagine ce scénario-là demain, puis écoute, on n'a pas des heures pour en parler, mais imagine demain matin, tu te lèves, puis tu n'as plus accès à Facebook. Comme, qu'est-ce que ça ferait? Ah, les gens vont aller dans la rue. Tu penses? Ah ouais, les casseroles, tu sais, comme le temps, je sais pas si c'était les étudiants qui faisaient ça. Les carrés rouges. OK, intéressant. Autre nouvelle, Phil, qui attire ton attention? Tel le Phoenix, l'îlot voyageur renaît de ses cendres, mais réclame plus d'argent. Moi, je suis bien content qu'on s'en débarrasse. On a Martin Gélicoeur, journaliste du Journal de Montréal, en ligne avec nous. On te salue, Martin. Bonjour, ça va? Oui, nous, en tout cas, pour ma part, là, je dois t'avouer, Martin, je suis content qu'on s'en débarrasse. Ou si on réussit à s'en débarrasser, ça a coûté 300 millions à l'UQAM. C'est un fiasco total. Mais dans ton article, tu dis que c'est un groupe de Vancouver qui serait intéressé à acheter l'îlot. En fait, ils l'ont acheté il y a en 2013 déjà, cet îlot-là. La partie tout au sud, tout au nord de l'îlot, parce que la partie tout au sud est propriété de la Ville de Montréal. Mais donc, c'est le groupe Aquilini, qui est propriétaire également des Canucks de Vancouver, l'équipe de hockey, qui est en charge de développer cet îlot-là, qui a fait couler beaucoup d'encre, parce qu'on sait, ça a été un fiasco financier total, cette histoire-là, qui date quand même, et depuis ce temps, c'est un immense îlot au cœur de la ville qui est totalement laissé à l'abandon. Mis à part, évidemment, le terminus d'autobus qui a été refait tout au nord de la portion de l'îlot. Mais sinon, c'est laissé à l'abandon devant la grande bibliothèque du Québec, devant la place Émilie-Gamelin qui en arrache, il faut le dire. Où sont situés nos studios, par ailleurs. Ben oui. on le constate tous les matins en arrivant. Chose certaine, c'est que... le prendre personnel. C'est pas de votre faute. Du côté de la rue Berry, si on est sur Berry, dans le centre-ville de Montréal, c'est déjà moins pire, là, dans le sens que ça a l'air moins vétus. Là, mais quand tu es sur la rue Ontario, dans ton article, il y a une super belle photo. Là, on le voit bien. La photo est bien prise, mais c'est pas joli. Mais du côté de la rue Ontario, c'est vraiment pas joli, là, dans le sens qu'en plein centre-ville, architecturellement, c'est vraiment pas joli, là. Oui, il y a Ontario et toute la partie qui longe la rue Saint-Hubert, qui, elle, devait accueillir des centaines de logements. C'est pas clair. Au début, on parlait de condos, on parlait aussi de logements sociaux, on parlait d'habitations locatives. Et ça traîne depuis 2013. Et puis là, il semble que Aquilini, le groupe de Vancouver, a engagé un urbaniste de Montréal pour servir de lobbyiste, si on peut dire, auprès de la Ville de Montréal, afin de demander de changer le zonage et permettre une construction plus haute en hauteur. Ça permettrait quand même de fabriquer davantage d'unités, là. Donc, il y a comme, j'imagine, un enjeu de rentabilité, mais il y a aussi la possibilité, avec plus de hauteur, de faire plus d'unités. Est-ce que c'est un peu ce qui est évoqué là, par le groupe Aquilini dans sa requête? Bon, Aquilini, ne parle pas, est silencieux totalement. Non, mais ils doivent avoir peur que la Ville leur demande de faire construire des logements sociaux, parce que c'est pas payant pour un entrepreneur, quelqu'un qui bâtit, là, d'être obligé de faire des loyers modiques. Là. Je comprends qu'on en a besoin, mais d'après moi, ils vont garder la tête basse longtemps. Là.
Mais loyer modique, mais également des habitations qui permettraient à des familles de s'y installer. Il y a tout un débat pour savoir est-ce que c'est un lieu où les familles pourraient ou devraient vouloir s'y installer. C'est pas certain. Bien des gens pensent, dont le groupe Aquilini, que c'est pas du tout un lieu pour les familles. Mais il reste que il y a des règlements qui ont été mis en place par la Ville de Montréal à la suite de l'achat du terrain par Aquilini il y a une dizaine d'années et auquel Aquilini doit se conformer. Alors, de demander une augmentation des hauteurs pour permettre plus d'étages, plus de logements, pourrait permettre de maintenir la rentabilité qu'espérait Aquilini avec ce terrain-là. Mais il reste à voir ce qui va arriver, là. Est-ce que j'ai regardé la hauteur, là, on parle de... Là, on dit ça monterait jusqu'à 25 mètres, ça veut dire, je pense, 82 pieds de hauteur. J'ai calculé, c'est à peu près 8-9 étages. Est-ce qu'il y aura une montée de boucliers des gens qui sont de l'autre côté sur Saint-Hubert, qui ne verront plus, j'imagine, s'ils le voient déjà, le Mont-Royal? Ça va créer, c'est sûr, un mur peut-être, mais peut-être que ça pourra permettre à la construction de commencer et de rendre ce coin-là un peu plus beau à l'œil, puis pour la population du coin. Bien, merci beaucoup, Martin Jolicoeur, journaliste au Journal de Montréal. Je vous invite à aller lire l'excellent article qui s'appelle « Îlot voyageur, le proprio des connexes veut construire plus haut au-dessus de Berry-UQAM ». Merci, Martin. Merci. À bientôt. Sinon, Philippe, toujours des petits pépins dans la gestion des chantiers publics, on va dire ça comme ça. Nouvelle tuile là, qui s'abat sur le transport dans la métropole. C'est pas une tuile qui va nous impacter là, aujourd'hui ou demain, mais ce qu'on apprend, c'est que dans le grand chantier du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, les travaux auraient été interrompus plus tôt cette semaine en raison de la découverte de moisissures dans le tunnel. C'est étonnant, ça, qu'il y ait des moisissures dans une espèce de tuyau sous le fleuve, tout mouillé tout le temps. Mais ceci dit, donc, il y aurait des moisissures, blague à part, et donc, ça a interrompu les travaux. Là. La CNSST s'est mêlée de ça. Il y a des expertises qui ont été demandées, savoir si oui ou non il y avait des moisissures. Et donc, plus de travaux, la suspension pour une durée indéterminée, Philippe Richard-Bertrand. Et donc, c'est quand même fou. Là. Bon, déjà, les travailleurs ont refusé d'exécuter le travail, puis selon ce que j'en comprends, ils refusent d'y retourner tant et aussi longtemps qu'on n'a pas statué sur la chose. Ouais. Donc, il n'y a pas, encore une fois, indéterminé là, le début des travaux. Je rappelle, Philippe, que initialement, ce chantier-là avait été prévu, il devait coûter 1,42 milliard de dollars. Révision faite en début d'année cette année, 2,4 quelque chose milliards de dollars. Et là, avec des interruptions comme celle-là, je te parie que le chantier va se retrouver dans les 3 milliards probablement éventuellement. Ce qui est pire encore, Philippe, parce que bon, qu'on dépense cet argent-là pour une infrastructure critique comme le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine passe encore. C'est un des tronçons autoroutiers là, qui est le plus fréquenté, le plus achalandé au Québec, au Canada, avec 120 000 passages quotidiens. L'autre enjeu, par contre, que je vois, c'est la perte de productivité. Philippe, je ne sais pas si tu as essayé de passer par là ces derniers temps. Mais démobiliser des employés, ça coûte cher aux entrepreneurs. Ah non, mais moi, je parle des camions, le transport routier qui doit se faire, avec quand même tout un cluster là, d'organisations, d'usines et de fabricants sur la Rive-Sud, là, sur l'axe de la Vin, là, Boucherville, Sainte-Julie, etc., qui évidemment doivent envoyer des marchandises vers le nord. Mais pire encore, parce que vers le nord, Philippe, le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine a 2 voies, mais vers le sud, il n'y a qu'une seule voie. Je passe là de temps à autre, c'est toujours le bouchon. Là. C'est un perma-bouchon à 10 heures le soir. Peu importe l'heure de la donc, journée. t'imagines le coût, bon, évidemment, de l'énergie dans ces camions, le coût du temps des travailleurs, le coût des marchandises qui sont constamment en retard là, à leur point de destination. Donc, c'est vraiment un coût là, astronomique. Je n'ai pas trouvé d'études, Philippe, qui relate justement les coûts indirects de ce chantier-là. Mais c'est certain que chaque prolongation, là, comme on le voit de quelques semaines, puis éventuellement de quelques mois, ça se traduit en millions, en centaines de millions, peut-être même en milliards de dollars de productivité perdue pour l'économie québécoise. Moi, je connais plusieurs entreprises de transport qui sont allées se créer ce qu'on appelle des hubs temporaires. Sur la Rive-Nord. Sur la Rive-Nord, juste pour essayer d'éviter ce secteur-là. Tout à fait. Peut-être rapidement, Philippe. Oui, dernière nouvelle, une entreprise qui était très prometteuse, qui s'appelle CVT Corp, a décidé de mettre 25 personnes
sonne à la porte. Vous allez me dire pourquoi qu'on parle d'une entreprise qui en met juste 25? Mais c'est parce que cette entreprise-là a reçu quand même 8 millions d'aides financières dans les dernières années. Donc, c'est à se demander pourquoi qu'on a mis de l'argent, pourquoi le gouvernement du Québec a mis de l'argent dans cette entreprise-là. Parce que, ça semble pas super bien aller. Puis, elle a touché quand même 8 millions. Excellent article de Francis Alain, notre collègue, dans le Journal de Montréal. Donc, ça va voir un peu ce qui se passe à ce niveau-là. Mais bon, c'est à se poser des questions. Où est-ce qu'on met l'argent du bas de laine des Québécois?